Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Toulouse. Alors vous le savez, on se retrouve tous les ans, en général en début d'année, pour faire le point sur la loi de finances, pour décrypter les conséquences, on va dire, au quotidien, pour les foyers, pour les ménages, des décisions qui ont été prises au niveau du budget de l'État. Mais cette année, nous avons décidé de faire une émission un peu spéciale puisqu'on va zoomer au sein de cette loi de finances, c'est-à-dire le budget de la France, sur le dispositif Jean Brun. Vous savez que c'était un nouveau dispositif fiscal qui a été mis en place pour relancer la construction de logements dans notre pays. Alors, cet avantage fiscal qui est adossé au dispositif Jean Brun, qui peut en bénéficier, à quelles conditions, avec quelles conséquences sur votre patrimoine? Voilà le type de questions auxquelles nous répondrons au cours de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hubert Létinier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gilles. Alors, vous êtes le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Toulouse. Alors, vous représentez les notaires de la Haute-Garonne, de l'Ariège, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Et avec vous, nous verrons comment on va approcher juridiquement ce dispositif Jean Brun pour investir dans l'immobilier, les précautions peut-être qu'il faut prendre avant de signer. Et à vos côtés, Stéphane Aubé, bonjour et bienvenue. Bonjour Gilles. Alors, vous êtes vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers Toulouse-Occitanie. Vous représentez la profession de l'acte de construire et nous rentrerons avec vous dans le détail de ce dispositif Jean Brun. On le comparera au dispositif précédent qui était la fameuse loi Pinel qui a duré bien des années. Vous essaierez de nous montrer les avantages de ce nouveau dispositif. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que ça va relancer la construction? Alors, ce dispositif Jean Brun, je vous le disais tout à l'heure, a été intégré au sein du budget 2026. L'idée, c'est relancer l'investissement locatif. C'était un cœur de marché qui avait un peu disparu avec la fin du dispositif Pinel. L'ambition est claire, relancer la construction neuve dans le pays et remettre des appartements, notamment locatifs, sur le marché, parce que le marché de la location s'est fortement tendu. Alors peut-être Hubert Létinier, pour commencer, quand vous avez entendu que enfin un dispositif, je dirais, qui allait accompagner l'immobilier était prévu dans la loi de finances. Quelle a été votre réaction? Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? Est-ce que ce dispositif, il répond à une attente? Alors la réaction, bien entendu, a été très positive. Ce dispositif va répondre à nos attentes, mais avant de parler du dispositif directement, il faut bien rappeler qu'il est intégré à un projet plus large, qui est le projet Relance Logement. C'est-à-dire que aujourd'hui, après plusieurs années d'attente, plusieurs années où le logement était en crise et n'était pas vraiment aidé, nous avons l'impression que le gouvernement a pris la mesure des choses et veut relancer le logement. Dans ce plan Relance Logement, il va y avoir des aides pour le logement social et il va y avoir donc, pour permettre aux particuliers, aux investisseurs de participer à l'effort de construction et pour leur permettre de se constituer un portefeuille immobilier, ce nouveau dispositif de défiscalisation. Donc Jean Brun, c'est un pan en fait de ce grand plan logement que le gouvernement veut relancer. L'objectif, c'est construire davantage de logements neufs. L'objectif, c'est de construire davantage de logements neufs, c'est de répondre aux besoins de logement des Français, et en tenant compte d'un élément important, c'est qu'aujourd'hui, le coût du logement pour un ménage en France, c'est à peu près 28% de ses revenus. Avec quasiment presque un tiers de son revenu. Exactement, ce qui correspond quasiment à la totalité de ce qu'il peut emprunter. Voilà, donc il faut mettre tous ces éléments ensemble et on devrait s'en sortir. En tout cas, c'est un très bon signe. C'est un bon signal. Donc Voilà. ça, les études de notaires l'attendaient, mais aussi les investisseurs, les particuliers, les épargnants. Alors Stéphane Aubé, Hubert Létinier vient de le dire. En fait, Jean Brun, c'est un morceau du grand dispositif du logement en France. L'objectif du gouvernement, c'est construire 2 millions de logements d'ici 2030. Alors peut-être un mot sur cet objectif. Il est ambitieux parce qu'on est toujours en retard sur les objectifs qu'on se fixe en France. Alors, c'est un très bel objectif. Et puis, c'est quand même un grand changement, puisque ces dernières années, Bercy, en fait, expliquait qu'il n'y avait pas besoin de plus de 200 000 logements neufs par an, parce qu'ils avaient décrété qu'il y avait beaucoup de logements vacants en France. Alors, ce qui est en partie vrai, Mais ils sont pas aux bons endroits. mais ils sont juste pas aux bons endroits. Donc, il y avait quelques plaisantins qui avaient proposé de délocaliser, par exemple, le ministère de la Justice à Bourges. Voilà, dans des endroits où il y a du logement, voilà. Mais apparemment, les ministres ne voulaient pas y aller, les fonctionnaires non plus. Donc finalement, ils sont restés à Paris. Donc en Voilà. gros, on passe de 200 000 logements qui était la cible de Bercy à maintenant, on va passer à doubler, à 400 000. Donc on va passer à 400 000, qui est le vrai besoin, hein, puisque en effet, le besoin de logement, il est dans les métropoles, il est dans les grandes villes, et il n'est pas dans les campagnes, parce que en fait, le logement, on en a besoin aux endroits où il y a de l'emploi
Et l'emploi, il reste quand même complètement concentré sur les grandes métropoles et dans les grandes villes. Et vous, promoteur immobilier, cet objectif de 400 000, il est atteignable, réaliste, faisable? Alors, il est atteignable puisque c'est des chiffres qu'on obtenait dans les années 2019, 2018. Donc, c'est des chiffres qui sont tout à fait atteignables. Après, il y a la volonté politique nationale, en effet, de faire ces 400 000 logements par an. Après, il faut que dans les territoires, au niveau des maires, il y ait cette volonté aussi de construire et de développer et de délivrer des permis de construire. Voilà. Bon, là, en plus, on est en période électorale, donc Voilà. il s'en délivrera peut-être un peu plus à Un peu partir plus tard, du, un peu du plus mois tard, d'avril voilà. que maintenant. Alors, Hubert Létigné, avec vous, puisque vous êtes l'homme du droit, on va rentrer dans ce dispositif Jean Brun. Quels sont ses avantages? Est-ce qu'on peut expliquer déjà en quoi ça consiste? L'idée, c'est inciter les particuliers à investir dans un logement pour le mettre en location. Exactement. Le principe est le suivant. Un particulier va pouvoir, directement ou par le biais d'une SCI, acheter un logement neuf, voire un logement ancien sous certaines conditions de travaux de rénovation à effectuer. Ça, c'est une grande nouveauté, parce que le dispositif Pinel, c'était uniquement le neuf. C'est une nouveauté, c'est une des nouveautés, mais derrière la nouveauté est également économique. C'est-à-dire que cet achat va être fait, comme régulièrement dans ces dispositifs, l'acheteur va devoir louer le bien à résidence principale pour son locataire pendant 9 ans. 9 ans. Ça, c'est un délai d'usage. Ça peut être plus, ça peut être moins, Ça ou c'est 9 ans? ça pourra être plus, mais en tout cas, c'est le principe est de 9 ans. Et derrière, l'avantage fiscal va se retrouver dans ce qu'on appelle l'amortissement. Ah, ça, c'est nouveau. Ça fonctionnait pas comme ça sous la loi Pinel. Exactement. On avait un dispositif de crédit d'impôt, maintenant c'est de l'amortissement. L'idée, pour faire simple, est la suivante. Nous allons prendre 80% du prix d'achat, et sur ces 80%, chaque année, nous allons passer en déficit des revenus fonciers une quote-part de ces 80%. On verra les différents pourcentages d'amortissement. Voilà, qui sont proposés. exactement. Alors en fonction des engagements qu'on prend, ce sera plus ou moins fort, mais le principe est là. Une spécificité là aussi, c'est que cet amortissement va se déduire des loyers encaissés pour éviter de payer de l'impôt sur les loyers que l'on encaisse, Sur les revenus locatifs. sur les revenus locatifs. Et si ça dépasse, si l'amortissement est supérieur, le contribuable investisseur pourra déduire le surplus de ses revenus personnels. Ces revenus. Ah ben ça c'est donc on le met en déficit et du C'est coup on exactement. reporte une partie sur ses revenus globaux, on va dire. Exactement, ça va être un report du déficit foncier sur le revenu global, c'est ça. Et donc ça c'est vous trouvez juger le dispositif intéressant, appétant pour les particuliers? Alors, c'est intéressant parce que ça évite un effet de plafond. Parce que finalement, on se dit, j'achète quelque chose et je ne paierai pas d'impôt sur les loyers que je vais toucher dessus. C'est déjà intéressant de ne pas payer d'impôt. C'est déjà bien. Ouais. Mais ça crée un plafond. Mhm. Là, on voit ce plafond disparaître. Oui. Donc c'est Autre, plutôt intéressant. Oui. autre nouveauté, il y a plus de zonage, c'est-à-dire que tout le territoire français est éligible. On peut construire à peu près partout. Exactement. Alors, sur ce point-là, on en reparlera peut-être avec Stéphane Aubé. Sur le principe, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, effectivement, on avait toujours des cas particuliers. On ne comprenait pas, alors qu'un besoin existait, pourquoi on ne pouvait pas construire à défiscalisation à tel ou tel endroit. Après, attention que ça ne devienne pas non plus un risque pour l'investisseur. Oui. Quand on achète un bien immobilier en défiscalisation ou autrement, on achète avant tout un bien immobilier qui, par définition, ne changera pas d'endroit. Et donc, la localisation est quand même un élément essentiel de l'investissement. Il faut qu'on arrive à le louer aussi. C'est ce que disait Stéphane Aubé tout C'est à le l'heure. but. C'est plutôt dans les grandes villes où les besoins se font sentir plutôt qu'en milieu rural. Exactement. Donc, on loue pendant 9 ans. Alors, on ne peut pas louer, petite subtilité, un membre de sa famille. Hein. Oui, voilà, bon. Il y a toujours cette crainte, vous savez, l'État a toujours peur du contribuable fraudeur. Est-ce que ça aurait été vraiment une fraude? C'est à partir du moment où un loyer est encaissé, j'en suis pas certain, mais la règle est ainsi faite. Très bien. Vous avez parlé de l'ancien. Alors, si on achète, le dispositif est éligible pour l'ancien, mais sous condition de réaliser des travaux et des travaux assez importants. Alors, assez important, puisque avec le texte actuel, il faut que les travaux représentent 30% de la valeur du bien. Donc, si j'achète un bien 100 000, il faut que je fasse 30 000 de travaux? Ouais. Ah oui, c'est des gros...
Et en proportion, ça commence à compter. Ça commence à compter. Alors, on parle d'un abaissement de seuil à 20% dans une future loi, mais aujourd'hui, c'est 30. D'accord. Et avec une ambition pour l'État, c'est faire améliorer l'étiquette énergétique. Alors, améliorer l'étiquette énergétique et, de manière plus générale, améliorer la salubrité du logement. À Toulouse, ces dernières semaines, derniers mois, on a vu des immeubles anciens qui avaient des difficultés. Peut-être que ce sera l'occasion de remettre un petit peu d'argent dans les travaux et la structure. Très bien. Donc le but, c'est d'avoir une étiquette A ou B. Et si on ne peut pas atteindre ces étiquettes, à ce moment-là, l'opération ne va pas pouvoir se faire. Et c'est vraiment, contrairement au dispositif sur le neuf, dès qu'on va être dans l'ancien, c'est un dispositif qu'il va falloir travailler très concrètement, puisque l'acheteur va vraiment être responsable de ses travaux et du résultat à atteindre. Donc il y aura un gros travail en amont à fournir pour être certain de respecter les règles. Alors des plafonds de loyer aussi sont appliqués. Peut-être on peut en dire un mot. En fait, on aura le propriétaire investisseur aura trois choix. Soit qualifier son logement d'intermédiaire, de social ou de très social, avec des plafonds de revenus, enfin de ressources évidemment du locataire qui rentrera dans les lieux différents. Est-ce que ça, c'est pour essayer d'adresser un maximum de population ? Oui, et puis les besoins ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer de manière large qu'il y a besoin de tant de logements dans toute la France, et puis par secteur, par ville, puis par secteur dans chaque ville, il y a des besoins différents. Et il y a des zones, des secteurs dans lesquels on sait que c'est plutôt du très social. Il y a des secteurs pour lesquels les problèmes financiers ne sont pas les mêmes. On va pouvoir faire du logement intermédiaire. Le problème, c'est que quand vous vendez ça à un particulier, il va dire moi, je veux acheter là où je vais pouvoir louer le plus cher possible. Et donc, pour éviter cet effet-là, le texte prévoit que l'amortissement sera plus important dans les zones où le loyer sera plus bas. Le loyer sera plus bas. Alors d'ailleurs, on a préparé une infographie, on va voir, parce qu'en fonction justement du caractère du logement, s'il est intermédiaire, social ou très social, le taux d'amortissement n'est pas le même. On voit bien, on va regarder la colonne de gauche sur le neuf. Dans le très social, on est à 5,5%, alors que dans l'intermédiaire, on est à 3,5%. Donc plus on loue à des publics, on va dire, fragiles, plus l'amortissement est important, c'est ça? Exactement. C'est ce qui permet de rendre économiquement l'opération réalisable. Très bien. Et on peut aussi déduire toutes les charges des revenus locatifs sûr. que génère, donc les charges habituelles. Ça change rien. Vous allez déduire votre impôt foncier, vous allez déduire vos intérêts d'emprunt. C'est important, les intérêts d'emprunt, parce que on est sur une période où les taux sont autour élevés, de 3%, voire plus. Donc on va pouvoir les déduire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que le déficit foncier soit reportable sur les revenus globaux, parce que en début d'investissement, lorsque j'amortis, lorsque je déduis mon impôt foncier, lorsque je déduis mon intérêt d'emprunt, Il y en a beaucoup. et en plus je fais de l'amortissement, c'est sûr qu'on sera au plafond. Donc là, on n'aura pas de plafond dès le début, c'est bien. Et on peut également déduire les frais de gestion. Les charges de copropriété. Les charges de copropriété, sur une certaine partie, enfin voilà, on peut déduire pas mal de choses. Donc intéressant. Peut-être Stéphane Aubé, votre sentiment sur des dispositifs d'amortissement qui est un peu différent de ce qui existait jusqu'à présent. Est-ce que c'est intéressant pour l'épargnant, l'investisseur qui veut faire du patrimoine? Alors, moi, je pense que ce dispositif est un très bon dispositif. Il a plusieurs avantages. Premier avantage, en effet, c'est cet amortissement que l'on peut faire sur le bien. Mais surtout, on peut coupler cet amortissement avec l'acquisition d'un logement en LLI, logement locatif intermédiaire. D'accord, ça consiste en quoi ça? Le logement locatif intermédiaire, c'est un logement traditionnel, classique, normal, logement familial normal, qui a l'avantage d'avoir une TVA à 10%. Ah. Donc, vous avez le choix de le payer plus cher ou de le payer moins cher. Donc, quand vous faites du LLI, vous le payez 10% moins cher, puisqu'il y a une TVA à 10%. Il y a des contreparties demandées? La contrepartie, c'est d'avoir une SCI. D'accord. Voilà, donc ce qui est un dispositif très simple. Ça, c'est léger quand même. Ça, c'est très léger. Société civile immobilière, pardon. Voilà, pardon, société civile immobilière. La deuxième contrepartie, c'est qu'il faut le garder 16 ans. 16 ans. Voilà. Mais en vrai, les investisseurs, même quand ils faisaient du Pinel ou du Duflo ou les autres dispositifs qu'on avait avant, en vrai, ils les gardaient souvent plus de 9 ans et ils le gardaient plutôt entre 15 et 20 ans. Oui, voilà. Ils faisaient du patrimoine. Et ils faisaient du patrimoine. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une contrainte, le fait qu'il faille le garder 16 ans. Et la troisième contrainte, mais qui est la même que le Jeanbrun, c'est qu'il faut louer au niveau de loyer logement intermédiaire. Avec les mêmes plafonds? Exactement les mêmes plafonds de ressources pour les locataires et les mêmes plafonds de loyer pour le logement. Voilà. Donc en fait,
on a les mêmes contraintes que le Jeanbrun lorsqu'on est en logement locatif intermédiaire, sauf qu'on va cumuler et l'avantage du Jeanbrun, Oui. du dispositif du statut du bailleur privé, Donc l'amortissement. voilà. Et on va bénéficier de la TVA à 10 et surtout d'un avantage énorme qui est un crédit d'impôt sur la taxe foncière. C'est-à-dire qu'on ne paie pas de taxe On foncière. paye la taxe foncière, mais l'État vous rembourse la taxe foncière. Ah. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi on la paye? Parce que la collectivité Parce que la locale, collectivité l'encaisse voilà, et c'est l'État qui vous rembourse. qui Voilà. compense. Et il faut savoir que la taxe foncière sur 20 ans, ça représente 12% du prix d'un appartement. C'est considérable. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous faites un Jeanbrun cumulé à un LLI, en fait, vous allez avoir vos 10% De TVA en moins. TVA en moins. Le dispositif Jeanbrun, il va représenter à peu près sur 20 ans 16% sur 20 ans. Hein, l'amortissement, Ouais. ça va représenter à peu près 16% du prix de l'appartement. Donc vous êtes à 10 plus 16, vous êtes à 26, plus 12% de crédit d'impôt sur la taxe foncière. Donc vous êtes à 38%. C'est considérable. Vous êtes à 38% finalement d'économie fiscale sur un appartement quand vous allez cumuler le LLI et le Jeanbrun. Donc c'est hyper intéressant, en effet. Donc moi, je pense que c'est vraiment un dispositif qui va relancer la construction de logements neufs actuellement. Et en plus, on a l'avantage aujourd'hui d'avoir des prix de vente assez bas, parce qu'on a vécu 2 années quand même, 2024 et 2025, où les prix ont baissé, hein, les prix du logement neuf ont baissé. Oui. Donc Pouvoir les aujourd'hui, écouler, hein. donc tout de suite, on bénéficie des prix bas et en plus des deux avantages du LLI et du Jeanbrun. Ça veut dire que les promoteurs aujourd'hui, ils ont déjà des appartements qui correspondent au. Complètement. Donc ils sont déjà Jeanbrun. Ils sont déjà Jeanbrun, puisque alors c'est vrai que l'avantage entre guillemets du Jeanbrun, c'est qu'il n'est pas zoné, c'est-à-dire qu'il y a, Oui. voilà. Alors par contre, le LLI, lui, est zoné. Ah, donc il faut faire attention. Donc en fait, mais moi je pense que, c'est ce que disait Hubert tout à l'heure, les logements, il faut les acheter au bon endroit. Bah oui, toujours. Donc, Déjà pour qu'ils se louent et facilement. il se trouve que le zonage qui existe actuellement, c'est-à-dire le zonage B1 à bis, est plutôt pas mal fait et qui correspond aux zones où il y a des besoins. Alors en effet, il y a des exceptions. Parfois, vous avez une commune qui est juste à côté de la limite de zone B1, qui en effet pourrait être éligible, et là, elle le sera au Jeanbrun, elle ne le sera pas au LLI par contre. Ah oui, Voilà. très bien. Alors, Hubert Létinier, on voit c'est un nouveau dispositif. Stéphane Aubé l'explique très bien. Il y a des avantages certains. Est-ce que vous, dans vos études, vous allez devoir faire œuvre de pédagogie pour auprès de vos clients que vous conseillez au quotidien sur du droit de la famille, du patrimoine? Alors oui, ça fait partie de l'accompagnement que l'on a avec les clients. Si vous voulez, aujourd'hui, et d'ailleurs c'est bien parce que depuis un an où l'on voit ce nouveau régime de défiscalisation pour les particuliers qui a été fait avec le LLI, le notaire a repris une place importante dans le dispositif par l'apport de cette SCI. C'est vrai que les clients du coup se posent des questions. On va me faire créer une société. C'est pas très lourd, mais psychologiquement, je suis un particulier, je veux investir, je crée quelque chose, je veux savoir à quoi ça mène. Donc déjà, on avait repris une place dans cela parce que dès qu'on crée une SCI, on va se poser des questions sur la transmission. Donc les clients aussi étaient là et nous les accompagnons déjà depuis un an, un petit peu plus qu'on le faisait déjà sur la défiscalisation. Maintenant que ce nouveau dispositif arrive, où on est sur une mécanique peut-être nouvelle, donc plus complexe à expliquer au départ, technique, ouais. on va pouvoir faire des calculs, des simulations, mais je pense que dans la plupart des cas, quand même, les calculs financiers, les simulations très précises, ce sont les agents qui commercialisent, les conseillers en gestion de patrimoine ou autres, qui vont pouvoir faire plus précisément ces choses-là. Nous, quand on va accompagner le client, c'est avec plus de recul. On va regarder le patrimoine, plus large, successoral. On a une succession, il y a de l'argent. On regarde le patrimoine de l'héritier. On voit qu'il n'a pas tant d'immobilier que ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller acheter pour peut-être moins cher, avec un apport plus un crédit complémentaire, d'aller faire un investissement immobilier. On l'a vu, cet investissement, si on fait un LLI Jeanbrun, on va le garder 16 à 20 ans, voire plus. Donc on est sur le long terme, et nous, c'est ce qui nous intéresse dans l'accompagnement client, c'est le long terme. Même le Jeanbrun, 9 ans, c'est déjà du long terme, mais
16, 20 ans, c'est vraiment ce qu'on recherche. Alors justement, moi j'ai une question. Comme les délais sont longs, si l'investisseur propriétaire décède, est-ce que ses héritiers doivent conserver le locataire qui est dans un appartement en Jeanbrun pendant jusqu'à la durée de 9 ans? Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes habiter le bien? Est-ce qu'ils peuvent le vendre? Que prévoit la loi? Alors, il y a deux questions dans votre question, Même plusieurs. même plusieurs. La première chose, vis-à-vis du locataire. Le locataire, que l'on soit en LLI, en Jeanbrun, en Pinel, peu importe le régime, ou en bail d'habitation traditionnel, le locataire n'a pas à subir le fait que le propriétaire soit mort. Donc, le décès du propriétaire, pardon, ne sera pas une cause pour demander au locataire de partir, pour délivrer un congé. Ah oui. En revanche, la seconde question, c'est du point de vue fiscal. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas pour la loi Pinel, c'était le cas, on renvoyait à des réponses de l'administration fiscale qui avaient été faites pour des dispositifs antérieurs. Je crois que le BOFIP vise le cellier. Bon, on s'attend à ce que le BOFIP nous renvoie toujours sur le même dispositif. Le décès de l'investisseur fait partie d'un des cas qui permet de mettre fin à l'opération. Mais bon, là aussi, c'est vraiment à regarder au cas par cas, et c'est surtout avec une personne morale, parce que si c'est une SCI qui achète, la SCI, elle ne meurt pas du fait de la mort de l'investisseur, donc attention, on va quand même regarder tout ça. Bon, on aura Et besoin on attend des textes, on attend les textes. Et on aura besoin de l'œil du notaire, en tout cas, pour guider les particuliers qui investissent. Merci beaucoup à tous les deux pour vos regards experts sur ce nouveau dispositif Jeanbrun censé relancer l'immobilier. En tout cas, la profession nourrit beaucoup d'espoir. Cette émission, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube et sur le site de la dépêche.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.